la une ce soir, la colère monte à Gourbert. Malgré leur mouvement d'humeur il y a quelques mois sur les fenêtres de l'U7 Michaud-Chevry, les habitants sont toujours privés régulièrement d'eau potable. Nous tenterons de comprendre pourquoi ce calvaire perdure. Des milliers d'arbres abattus par l'ouragan Maria végètent dans la forêt. Autant d'espèces réputées pour leur solidité qu'aimeraient récupérer les professionnels du bois de Pointe-Noire. Ils y voient une manne financière négligée, faute d'action des services de l'État. Et comment valoriser le site de Gâchette à Port-Louis? La retenue d'eau, connue pour son rôle prépondérant dans l'alimentation en eau des terres agricoles, pourrait bien devenir un site touristique emblématique de la région Nord-Grande-Terre. C'est en tout cas la volonté du département, nous le verrons. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe, je suis ravie de vous retrouver. Il y a quelques mois, ils manifestaient leur colère sur les fenêtres de l'U7 Michaud-Chevry afin d'alerter la présidente de la CASBT des coupures d'eau dont ils sont régulièrement victimes. Après quelques blocages, les habitants de Gourbert avaient obtenu un certain nombre d'engagements comme la fin des travaux du point de captage de Palmis sous 3 mois. 5 mois après, la situation demeure inchangée. Reportage Nathalie Dinan, Patrick Curie. On se souvient des nombreuses manifestations des habitants de Gourbert excédés par le manque d'eau. Ils avaient même érigé un barrage devant le domicile de la présidente de la communauté d'agglomération du Sud-Basse-Terre, ce qui avait conduit à un accord arraché au forceps. Cependant, plusieurs mois sont passés et cet accord signé n'est toujours pas respecté. La situation ne s'est toujours pas améliorée, ce qui a conduit à un autre mouvement d'humeur de la population. Nous avons des problèmes de distribution d'eau au niveau des habitants, surtout ceux qui habitent sur les hauteurs, ils n'ont pas d'eau. Maintenant de prendre leurs responsabilités et de nous fournir de l'eau, puisque c'est ce qu'ils doivent nous faire, c'est de nous fournir de l'eau. Alors, jusque-là, on a fait semblant de nous entendre puisqu'on nous a promis qu'il y aurait eu des améliorations au mois de juillet, fin juillet. À la délégation de Bisdari, on leur a fait comprendre qu'il y aura une amélioration de la distribution fin septembre. Aujourd'hui, on nous parle de fin décembre. Là, ça suffit. On veut de l'eau et tout de suite, maintenant. La mairie dit comprendre l'agacement de la population, mais se veut optimiste quant à la résolution de la situation en décembre, date à laquelle les travaux prévus à Palmiste devraient être achevés selon la communauté d'agglomération. Je pense que quand ils vont finir ces travaux au Palmiste, donc on va avoir une production beaucoup plus forte. Les réservoirs vont pouvoir se remplir plus facilement et ça va pouvoir améliorer la situation. Mais les gens devraient encore attendre. J'espère que cette fois-ci, la fin de l'année là sera définitive pour régler le problème, parce que ça fait un certain temps qu'on leur avait annoncé que le renforcement du captage en rivière allait régler leurs problèmes et qu'à ce jour, on n'a pas encore pu bénéficier de ce renforcement. Donc, croisons les doigts pour que ça soit réalisé à la fin de l'année, pour que les gens puissent véritablement souffler. Le collectif de l'eau Gourbert et les résidents de Bisdari vont se réunir sous une même bannière afin de mieux défendre les intérêts communs. Le risque de perturbation n'est pas à exclure. Et depuis quelques années, les spécialistes s'intéressent fortement au lien entre la santé et le travail. Aujourd'hui, les professionnels de santé n'hésitent pas à se rendre sur place pour sensibiliser les salariés sur la prévention primaire des risques qui peuvent être la cause de cancer, d'accidents ou encore de maladies respiratoires. C'était d'ailleurs le cas aujourd'hui à la mairie de Lamentin. On écoute les précisions du psychologue Ludivine Bimière qui expliquait aux agents de la ville les moyens pour prévenir ces risques. Un entretien signé Patrick Curie. On a parlé aujourd'hui de la santé au travail. La santé au travail, c'est pas simplement la santé physique, c'est aussi la santé psychique. Et donc, on a parlé des facteurs psychosociaux, des risques psychosociaux, pardon. Donc, tout ce qui concerne les exigences du poste de travail, tout ce qui va être facteur de stress, finalement, puisqu'on sait que le stress chronique est néfaste pour la santé. Dans ces facteurs de stress, on a évoqué notamment le harcèlement moral et le harcèlement sexuel. Et on a malgré la difficulté pour les victimes, on les a incités à porter plainte, puisque nous, on fait une prise en charge, mais pour que ça puisse être réglé, il faut absolument que la loi puisse sanctionner. D'accord. Ensuite, on a parlé donc du pôle de prévention du centre de gestion qui intervient auprès des agents des collectivités pour une meilleure santé au travail, une santé physique et santé psychologique.
Concrètement, cette réunion, c'est ce qu'on appelle de la prévention primaire. C'est sensibiliser les agents sur ce qui pourrait atteindre leur santé et quels moyens ils ont pour y faire face. Un meilleur dialogue avec les DRH et puis aussi pouvoir le signaler quand on l'a dit au niveau de la loi et puis faire appel aussi au centre de gestion, au pôle prévention, médecins du travail, assistantes sociales et psychologues. Et le président Emmanuel Macron doit se rendre demain en Guyane pour une visite de 3 jours. Sur place, le collectif pour la Guyane décollée l'attend de pied ferme. Il s'indigne contre le manque d'avancée notable de la mise en œuvre de l'accord de Guyane et appelle la population à manifester dans les rues de Cayenne demain dès 16h. On écoute d'ailleurs le porte-parole du collectif au micro de David Riemann. La configuration actuelle n'est pas celle de mars-avril. Celle de mars-avril, il y avait un blocage, il y avait ce genre de choses. Aujourd'hui, tout le monde a repris son quotidien. Et comme a rappelé Olivier, il y a eu des pressions, il y a eu des menaces, il y a eu des invectives. Donc après, il y a eu aussi le rôle qui est de diviser aussi pour que le mouvement s'essouffle. Mais malgré tout, on leur a démontré qu'on est toujours présent. On est là. Et on dirait du nombre présent ou pas, dès qu'il y a du monde, c'est positif. Et ça prouve que les Guyanais, malgré tout, peut-être pas tout le monde, mais une bonne partie est conscient de la situation et on ne baissera pas les bras pour autant. Sur tout ce qui était les mesures dites urgentes pour le gouvernement, selon le gouvernement, encore une fois, c'était mis en œuvre ou c'est en cours, comme j'ai pu l'expliquer au préalable. Mais concernant maintenant les fondamentaux de la situation de la Guyane, qui sont, à nos yeux, dans les 2,1 milliards supplémentaires, donc c'est un début de réponse aux situations problématiques, il n'y a rien du tout. Sur les ateliers qui n'ont pas trouvé issue favorable ou bien finalité au soir des discussions du 1er au 2 avril, avec Madame la ministre, à l'époque, Madame Barrette, les discussions ont dû reprendre à l'issue de la signature. Toujours rien du tout. Le congrès s'est tenu, d'accord ? Les états généraux sont lancés. Il restera maintenant après la discussion sur l'évolution statutaire, mais sur les fondamentaux des problématiques guyanaises, le gouvernement n'a pas pris en compte la situation. On voit bien sur le volet sanitaire, sur le volet éducatif, il y a des choses qui empirent. Donc on dit effectivement, la prise de conscience au niveau du gouvernement n'est pas faite. Et restez sur ATV Guadeloupe. Dans quelques minutes, nous verrons la première édition de Cap Entreprises Innovantes organisée par Cap Excellence. Et puis après leur succès à Sonis, les frères Gernidier tentent de conquérir le public parisien avec leurs pièces circulées. Mais avant, l'ouragan Maria a abattu des milliers d'arbres de la forêt guadeloupéenne. Parmi ceux-ci se trouvent de nombreuses essences précieuses réputées pour leur solidité. Seulement voilà, les autorités ne se précipitent pas pour couper et enlever ce bois de la forêt, au grand désespoir des professionnels du bois de Pointe-Noire qui voudraient voir cette possible manne financière mise à disposition. Reportage Anne-Elisabeth Artsen. Particulièrement touchée par le passage de l'ouragan, la végétation affiche désormais un nouveau visage. Mais que faire de tout ce bois ? Avec Maria, avec le surplus de bois, on pourra stocker du bois et faire en sorte que les gens puissent avoir leur charbon pour pouvoir faire le nécessaire au niveau de l'alimentation, cuisson, tout ce qu'il faut. C'est-à-dire, on a déjà vu avec les élagueurs, les gens qui nettoient les routes. Donc, on récupère ces bois-là chez eux, on le découpe et on le stocke chez nous. On ne peut pas encore quantifier. D'accord ? Sachant que nous utilisons aujourd'hui 32 000 m3 de bois qui est importé en Guadeloupe. Quand même, c'est un marché qui aujourd'hui au niveau de l'importation vaut 60 millions d'euros. Donc je dis que nous avons, la filière bois a de l'avenir et nous avons un marché à prendre. Mais il faut s'organiser, il faut créer des OP, il faut assurer la pérennité de tout ce que nous avons pu mettre en place au niveau du bois. Les artisans du bois ont ainsi commencé à récupérer ce précieux matériau, désormais à portée de main. Surtout le territoire nord-Basse-Terre. On n'est pas sur toute la grande terre. C'est vrai qu'on a des artisans un peu partout, surtout le territoire qui font quand même le travail, mais nous, on est vraiment actifs sur le nord-Basse-Terre. D'accord ? Et les artisans, il ne faut pas être étonné de voir les artisans, même le charbonnier, en train de récupérer son bois. Ils ont compris que c'est une matière qu'ils ne peuvent pas se permettre de perdre. Environ 100 à 200 mètres cubes de bois sont utilisés par nos artisans pour la confection de meubles ou la réalisation de nos constructions. L'Association des artisans du bois espère bien profiter de cette manne financière, mais surtout redonner une seconde vie à cette essence précieuse. Et puis direction tout de suite Bemaous où s'est déroulée aujourd'hui la première édition de Cap Entreprises Innovantes organisée par Cap Excellence. Anne-Elisabeth Artsen nous explique tout, on regarde son reportage.
Cap sur l'entreprise innovante. C'est en ce sens que la communauté d'agglomération a organisé ce premier forum. Une manifestation économique dédiée aux chefs d'entreprise, aux porteurs de projets du territoire communautaire, mais plus largement aussi de la Guadeloupe. Nous avons un certain nombre d'ateliers interactifs qui permettent aux chefs d'entreprise et aux porteurs de projets d'avoir toute l'information sur les nouveaux dispositifs de financement, de l'innovation, de financement de l'investissement. Pépin depuis 2015, Stéphane fait partie des résidents permanents de la pépinière. Un accompagnement important pour ce jeune chef d'entreprise lors de la création de sa start-up. C'est une structure qui permet à l'entreprise de croître sans se soucier des problématiques, en tout cas en réduisant les problématiques qu'elle peut rencontrer sur toute la durée de la start-up. Ne serait-ce qu'en termes d'hébergement, par exemple, on a des loyers modérés, très modérés, et on est dans une zone industrielle qui permet de tester son marché directement, et on bénéficie d'un accompagnement en communication, en marketing, un accompagnement juridique. Et nous avons développé l'application BeWiz, qui est une application de street marketing en temps réel et qui est déployée sur l'ensemble du territoire guadeloupéen et bientôt dans la Caraïbe. Apprendre à gérer sa communication ou encore savoir bien s'entourer, autant de questions qui ont poussé cette future chef d'entreprise à participer à cette première édition. C'était effectivement un tournant qu'il fallait nous prendre aujourd'hui dans le cadre de la création de notre entreprise, notamment effectivement l'accompagnement au niveau des subventions, l'organisation, la structuration au niveau des projets, voilà, savoir présenter et valoriser effectivement les différents dispositifs. Aujourd'hui, nous sommes plus en confiance finalement et nous savons comment aborder la communication de notre projet et à la recherche aussi des différents partenaires. Initialement réservée au territoire de Cap Excellence, la pépinière d'entreprise accueille désormais tout porteur de projet. La communauté d'agglomération souhaite ainsi favoriser les savoir-faire locaux, mettant l'accent sur l'entrepreneuriat et le cap vers l'innovation. Et nous restons dans le domaine de l'innovation. Dans le cadre de la 2e édition du festival Nouveau Regard, l'association Cinéma d'ici et d'ailleurs lance un appel à projets dès demain afin d'initier des projets de création digitale pour aider les professionnels guadeloupéens dans l'exploration de nouvelles pistes d'innovation. Un incubateur de projets nommé Labo Caraïbes sera mis en place. Lydie Fenech, bonsoir. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ici ce soir justement pour nous parler de ce laboratoire. Vous êtes la directrice du pôle Média Grand Paris, une société spécialisée dans la transformation digitale dans le secteur des médias. Vous êtes venu en Guadeloupe spécialement pour le lancement officiel de l'appel à projet. En quoi consiste-t-il ? Alors en fait, c'est une initiative qu'on a lancée chez nous sur le territoire du Grand Paris, donc qui fait à peu près l'Île-de-France, grosso modo. Il y a 5 ans, et on a trouvé que ça fonctionnait assez bien pour accompagner les entreprises de production à se mettre à la production multimédia, multiplateforme, la production interactive, voire immersive maintenant avec les technologies de réalité virtuelle. L'appel à projet sera lancé dès demain. Quels sont les critères décisifs pour être retenus ? Il y a un critère très décisif, c'est que les publics fonctionnent dans le dispositif qu'on leur propose. Donc c'est le premier critère qui sera retenu. Comment le public rentre dans le dispositif, puisque aujourd'hui le dispositif est fatalement interactif. On veut que le public agisse lui aussi. Donc ça, c'est notre premier critère. Après, bien sûr, il y a la qualité de l'écriture, l'innovation dans le dispositif, entre les plateformes, etc. Mais le premier, c'est le public. Il s'agit d'un incubateur. Jusqu'où accompagnez-vous ces porteurs de projets ? Alors, on les accompagne, vraiment c'est une maturation parce que ça dure 9 mois, c'est comme nos bébés, et on les coach. Donc on a des coachs qui sont des grands experts du transmédia comme Michel Riac, qui est vraiment une pointure aujourd'hui en Europe. Et ils sont coachés pendant quelques mois. Ils continuent plus ou moins à être coachés après parce qu'on ne suit pas les échanges entre les porteurs de projets et les coachs. On les forme. Donc on a 2 organismes de formation, l'INA Formation et le CIFAP, qui sont 2 énormes dispositifs de formation, qui les aident à se former. Mais on ne fait pas la même chose d'une année sur l'autre. On réécrit les formations en fonction des projets qu'on a et en fonction des porteurs de projets. Et surtout,
à la fois le producteur et l'auteur, le réalisateur, peuvent bénéficier de cet accompagnement. Parce que c'est ce couple aujourd'hui qui doit évoluer avec les dispositifs interactifs. Vous parlez d'évolution, comment se retrouve justement le professionnel du cinéma dans ce milieu? Est-ce que le digital est devenu incontournable pour lui? Ah oui, le digital est là, puisque le transmédia est né il y a plus de 10 ans maintenant. Alors c'est vrai qu'au démarrage, c'était plutôt l'apanage des comment on appelait ça, les boîtes de com'. Mais aujourd'hui, plus du tout, puisque les boîtes de communication se sont mises à la production de fiction, et inversement, les sociétés de production de cinéma, de doc, de linéaire se mettent de plus en plus à la production interactive. Lydie Fenech, vous êtes une spécialiste de la question. Est-ce que cet essor du digital signe aussi la fin du cinéma? Moi qui arrête d'aller au cinéma, de me rendre en salle en fait. Non, pas du tout. Non. Personne ne tue personne. La télévision n'a pas tué le théâtre, n'a pas tué le cinéma, etc. Il n'est pas question de tuer des gens. Il est question aussi de permettre à des gens de rentrer dans la production d'une manière moins onéreuse, d'avoir une chance de réussir, ou du moins une chance de créer et de s'exprimer. Et comment le public s'y retrouve dans cette offre? Alors le public s'y retrouve parce qu'on lui demande de plus en plus de participer et surtout de donner son avis. Vous regardez une série, aujourd'hui on vous dit « il t'a plu ce personnage ?» Non, alors interagis et le personnage va s'améliorer ou carrément disparaître si vraiment c'était une erreur. Lydie Fenech, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Je rappelle que vous êtes associée à l'événement, le festival Nouveau Regard qui aura lieu au mois de mars, mais qu'un appel à projet est lancé dès demain pour justement initier des projets digital en Guadeloupe. On passe à un autre sujet maintenant, une question touristique. Le site de Gachette à Port-Louis, peut-être que vous ne le connaissez pas. La question se pose, s'il devenait un site touristique incontournable du Nord-Grande-Terre, les élus départementaux envisagent en tout cas d'ouvrir ce lieu aux touristes dans le cadre d'un projet écotouristique. On regarde l'éclairage de Karen Diama. Site écotouristique du Nord-Grande-Terre, le lac de Gachette offre une multitude de possibilités aux acteurs du domaine touristique. Vraiment Gachette, je pense que c'est une porte d'entrée pour plusieurs sorties. On a, nous, des acteurs qui proposent de la randonnée VTT, on a de la randonnée pédestre, on a aussi, pourquoi pas, du kayak sur cette belle retenue d'eau. Pourquoi pas faire ces activités et aussi profiter de tous ces outils ludiques qui sont à disposition. L'intérêt, c'est présenter les outils écotouristiques que le conseil départemental, l'ONF, ont développés sur ce site, la retenue de Gachette. Pour nous, l'autre intérêt, c'est que ce site est sur un des tronçons de la boucle du Nord-Grande-Terre. Et donc on est ouvert à tout ce type de manifestations, à les partager avec les socioprofessionnels et acteurs du Nord-Grande-Terre. Pour ce professionnel de la randonnée, il s'agit de redécouvrir le site avec ses nouveaux aménagements. Alors il y a deux choses qui m'interpellent. La première chose, c'est l'application téléphone qui peut être très instructive avec les enfants parce qu'ils sont très impliqués au niveau nouvelles technologies. Donc ça c'est intéressant. Et le deuxième paramètre qui me paraît très intéressant, c'est tout ce qu'on appelle rando santé. Les personnes qu'on remet en activité du sport, qui ont des problèmes physiques souvent, qui ont eu des opérations. Il faut que le terrain soit très plat, pas trop long. Qu'on ait des bancs régulièrement pour qu'ils puissent se reposer. Et donc c'est exactement ce qui nous vaut. Et ça c'est vraiment très intéressant pour nous. Le lac de Gachette est aujourd'hui le plus grand plan d'eau douce de Guadeloupe et s'étend sur une surface d'1 km². Et ça y est, les vacances de la Toussaint ont débuté pour les écoliers. À cette occasion, l'espace thermoludique René Toribio de Ravine-Chaude prend de l'avance et accueille le mercredi après-midi les enfants pour des ateliers créatifs autour d'Halloween. Karen Diama était sur place. Pour bien démarrer ses vacances de la Toussaint, Emma est venue participer aux activités que lui propose l'espace thermoludique de Ravine-Chaude. Je fais un pot. Au départ, ça devait être des citrouilles avec des petits endroits un peu pourris. Mais pour faire un peu plus décoratif, je vais rajouter des petits traits bleus avec autour du rouge pour faire un peu vert. Alors, est-ce que ça te plaît cette activité? Oui. Qu'est-ce que tu apprécies dedans? On peut se salir les mains. Parce que j'adore me salir les mains. Même quand je suis chez moi, je suis toujours en train de manipuler des choses comme de la colle. Et j'aime bien aussi parce que ça me fait ressortir le côté artistique. Comme elle, plusieurs autres enfants ont pu démarrer leurs vacances de manière artistique.
Pour cette 8e édition du mercredi à Timoun, nous proposons une activité manuelle et artistique spéciale, c'est-à-dire la réalisation d'un photophore. Donc nous avons mis à disposition des enfants des pots de yaourt en verre. Vu qu'on a une vocation éco-citoyenne, on souhaite développer un comportement éco-citoyen de la part des enfants. Donc nous avons mis à leur disposition des petits pots en verre et après ils peuvent les décorer comme ils le souhaitent tout simplement. Nous avons 3 animateurs diplômés du BAFA, dont un qui est également a une spécialité éducateur. Donc ils sont là, nous les accompagnons et nous les guidons pour qu'ils puissent exprimer toute leur créativité. Prochain rendez-vous des enfants, le mercredi 29 novembre. Et on ouvre une page sport maintenant. Les clubs guadeloupéens connaissent leurs adversaires. Le vainqueur du match CSM-USR de ce soir devra se rendre dans le Grand Est, défier Épinal, club de National 2. Le tirage au sort du 7e tour de la Coupe de France a eu lieu ce matin au siège de la Fédération française de football à Paris. On écoute les explications de Thibaut Deslandes, le président du FC Saint-Lô-Manche. L'équipe que devra affronter l'Étoile de Morne-à-l'Eau. Il est interrogé par Tafari Tyrolien. On participe au tirage Outre-mer, c'est évidemment avec l'ambition de se déplacer en Outre-mer. On est ravis d'aller en Guadeloupe parce qu'on a 2 joueurs guadeloupéens dans l'effectif et qu'on est ravis pour eux. Et puis c'est une belle aventure qu'on va vivre. Donc évidemment, on est forcément très très content de se déplacer et d'aller jouer en Guadeloupe face à Morne-à-l'Eau. On a un joueur qui connaît bien ce club de Morne-à-l'Eau, qui connaît bien l'ambiance de la Guadeloupe, qui connaît bien ces ambiances de Coupe de France en Guadeloupe. Donc on va évidemment se renseigner, on va évidemment prendre des informations sur notre adversaire qu'on prend d'ores et déjà très très au sérieux parce qu'on sait très bien que c'est pas un déplacement qui sera facile pour nous et on a 2 petites semaines là pour se renseigner, donc on va faire le travail. Et après une tournée à la maison en début d'année, José et Joël Gernidier investissent la cartoucherie dans le bois de Vincennes à Paris avec leur pièce Circuler, avec laquelle ils espèrent bien en tout cas conquérir le public parisien. On regarde le reportage de nos correspondants d'ATV Paris. Bonsoir, est-ce que je peux avoir 10 places s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Charlie est venu avec sa bande d'amis pour découvrir la pièce. Il a grandi à 2 pas de la maison des Gernidier à Petit-Bourg, alors forcément, il suit les 2 comédiens depuis un certain temps. José, en fait, c'est celui qui a écrit Mounkoubari. Voilà. Joël a joué dans plusieurs pièces que j'ai vues et donc on connaît le jeu de l'acteur. Et puis José a écrit de belles pièces. Donc c'est avec plaisir et puis un peu de curiosité qu'on vient découvrir cette pièce-là, quoi. Pendant ce temps-là, quelques minutes avant que le rideau se lève, c'est les derniers préparatifs. Le début, par exemple, tout simplement. Donc. Et le temps est à l'ultime concentration. Au théâtre, on a une habitude de faire très attention à la seconde. C'est-à-dire quand on a déjà joué la première et pour ne pas se relâcher. Donc on est très 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 prudent là-dessus. Quand on décide de faire un travail comme ça, c'est pour parler de nous, mais pas qu'à notre communauté, mais parler de nous au monde. Une prudence qui aura porté ses fruits puisqu'après 1h20 de théâtre, la salle est en ovation. Charlie et ses compères ressortent de la pièce, transportés. Pendant 1h20, j'étais en Guadeloupe avec les répliques, les expressions. J'étais en Guadeloupe. On s'est retrouvés il y a quelques années en arrière, quand on était au pays et qu'on allait à la rivière aux pieds nus avec les amis, on racontait des blagues. Eh bien, c'était ça. Et peu importe qu'on comprenne le créole ou non, ça fait le même effet. J'ai pas tout compris, mais j'ai été portée comme de toute façon. En poésie, on ne comprend pas tout ce qu'on lit. Et bien là, on est porté. Après Paris, Joël et José Gernidier s'envoleront pour la Guyane du 23 au 29 novembre, puis au Memorial Act en Guadeloupe le 8 décembre. Circuler, il y a beaucoup à voir. Et c'est l'heure des informations pratiques maintenant. L'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain à la Soma Fajari à Bemao de 7h à 12h30. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 71 2 fois. Et demain, vous retrouverez dans votre kiosque Nouvelle Semaine qui fait sa une sur le maire de Pointe-à-Pitre, Jacques Bongou, qui dénonce une manipulation comptable de la part de la Chambre régionale des comptes. Et puis le Progrès social, lui, reviendra sur le conflit, le gain de cause en tout cas des marins pêcheurs qui ont obtenu près d'1 million d'euros d'aide.
Merci d'avoir choisi ATV Guadeloupe. C'est la fin de notre édition locale et régionale. Mais avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce jour. À la une ce soir, nous l'avons vu, c'est la colère des habitants de Gourbert. Malgré leur mouvement d'humeur il y a quelques mois sous les fenêtres de l'U7 Michaux-Chevry, les habitants sont toujours privés régulièrement d'eau potable. On leur promet une réparation d'ici le mois de décembre. Et des milliers d'arbres abattus par l'ouragan Maria végètent dans la forêt. Autant d'espèces réputées pour leur solidité qu'aimeraient récupérer les professionnels du bois de Pointe-Noire. Ils y voient une manne financière négligée, faute d'action des services de l'État. Et puis, le site de Gâchette à Port-Louis, la retenue d'eau, longtemps connue pour son rôle prépondérant dans l'alimentation en eau des terres agricoles, pourrait bien devenir un site touristique emblématique de la région Nord-Grande-Terre. C'est en tout cas la volonté du département. Merci d'avoir choisi ATV Guadeloupe. Je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve demain à 18h45.